Alors, je suis heureuse d'être ici. Je voulais commencer déjà avant tout par remercier Monsieur Nasser Chaou pour l'invitation et pour cette belle organisation de la 9e édition du DSI Forum. Aujourd'hui, en fait, je pense que le thème, il est pile poil dans les temps. On va parler d'intelligence artificielle. Vous en avez parlé. Chris a déjà fait un petit summary de ce qui s'est passé hier. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va parler plutôt DSI augmenté par l'intelligence artificielle. Alors, quelques mots sur ma personne, en fait, quelque part. Aujourd'hui, je suis Data and AI stratégiste, au fait, pour une grande entreprise qui travaille, en fait, dans cet univers-là. Je suis présidente d'une non-profit intitulée AI Exponential Thinker et je contribue à l'occasion aussi à Forbes et au MIT en tant que contributrice aux États-Unis. Alors, let's start. OK, perfect. Alors, l'agenda aujourd'hui de cette présentation, donc on va parler au tout début de tout ce qui est AI, Vision and Strategy. Donc, alors, pour ceux qui ne comprennent peut-être pas en français, la présentation est en anglais. N'hésitez pas de poser vos questions en anglais, en français. N'hésitez pas, en tout cas. Je vais parler en français en suivant les recommandations. Donc, la première partie, on va parler un peu plus de la partie Vision and Strategy autour de l'intelligence artificielle. On va démarrer par la transformation digitale, forcément, qui est le point de départ. Et puis par la suite, on va parler aussi de la partie AI for Application and Operation, c'est-à-dire on va aller vraiment en immersion dans le domaine de la DSI, sans pour autant prétendre connaître tout le détail de la DSI, bien évidemment, mais on va prendre des axes particuliers pour pouvoir en fait s'immerser et voir l'IA, l'impact de l'IA, l'utilité de l'IA, et où on en est aujourd'hui aussi au niveau des entreprises, au niveau global, international. La troisième partie de cette présentation, elle sera plus autour du Generative AI. Ça sera juste un petit overview en fait, qui va vous permettre de voir où on en est aujourd'hui. Est-ce qu'on est encore au stade du mythe ou est-ce que c'est une réalité? Et comment cela peut aider aussi, bien évidemment, les DSI dans leur feuille de route pour pouvoir améliorer leur efficacité, leur productivité et certainement réduire les coûts. Et ça, dès que je vais dire réduire les coûts, tout le monde, ça va parler à tout le monde. Je vais finir sur la partie Responsible AI, mais je ne vais pas rester énormément sur cette partie-là. Je vais juste vous donner un petit peu de flavor là-dessus pour que vous compreniez un petit peu l'importance de ce sujet, bien évidemment. Il ne s'agit pas que des résultats, il s'agit aussi d'être responsable de la mise en place de cette technologie. Alors, on va commencer par la partie transformation digitale. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, tout part de la transformation digitale. Et vous allez voir, le mot qui revient souvent, en fait, c'est la technologie. Et en fait, quand on parle de transformation digitale, il y a deux grands leviers. Plus OK. Il y a deux parties principales. Je pense que là, c'est bon. J'espère que c'est bon. Perfect. Thank you. Alors, donc il y a deux leviers qui sont très importants. Le premier levier, c'est de pouvoir utiliser la technologie. Pour l'instant, on ne parle pas de technologie, on parle de transformer le corps, c'est-à-dire tout ce qu'on a l'habitude de savoir faire, qu'on va le transformer en utilisant, en leverageant en fait la technologie de la meilleure façon. Toujours est-il pour avoir ces objectifs qui sont arrivés à faire de façon moins coûteuse, plus rapide, plus efficace et atteindre cette productivité qu'on cherche tous à développer et à atteindre dans les entreprises. Et le deuxième levier de la transformation digitale, c'est forcément le levier, ce que j'appelle moi généralement le levier disruptif, c'est de pouvoir attaquer les anciens business models et pouvoir les remettre en question et pouvoir les challenger et définir carrément des nouveaux business models, en gros des nouvelles sources de croissance pour les entreprises. Généralement, je suis invitée pour parler de la deuxième partie et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour tout ce qui est disruption. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir aussi de pouvoir attaquer sur la partie DSI, qui est un sujet aussi sur lequel j'ai beaucoup travaillé depuis 2 decades now. Alors, comme vous allez voir, la transformation digitale, il y a pas mal de piliers. Donc, il y a 4 piliers que j'ai sélectionnés aujourd'hui sur lesquels on va s'arrêter quelques minutes overall, en fait, entre guillemets. Je vais commencer par la partie stratégie et vision et on va y revenir tout à l'heure, bien évidemment. Donc, sur la stratégie et vision, en fait, il est très important de pouvoir en fait, avoir une bonne direction, une trajectoire et pouvoir en fait, faire en sorte d'avoir le bon leadership support pour pouvoir en fait, mettre en place les bons leviers et avoir les bons investissements. Quand on parle de structure d'organisation, qui est le deuxième pilier, en fait, le deuxième axe fort en fait, d'une transformation digitale,
La majorité des entreprises, la majorité, je ne veux pas généraliser, mais la majorité des entreprises ont pu accroître leur croissance, leur activité, leur business à travers des acquisitions et des fusions. Ce qui fait qu'ils finissent par avoir des activités un peu partout, de façon très silotée. En fait, quand on parle de la technologie et surtout de la mise en place d'une réelle stratégie de transformation digitale qui a des bons résultats, il faut toucher à la structure de l'organisation pour pouvoir un petit peu casser ces silos, pouvoir remettre en question cette organisation pour pouvoir faire infuser davantage en fait une certaine homogénéisation entre les activités et pouvoir aussi bénéficier de cette connaissance multi-secteur, multi-verticale, etc. dans l'entreprise et dont l'impact va être sur la partie organisationnelle qui est un des piliers de la transformation digitale. Je vais passer directement à la culture. Plusieurs entreprises, il y a quelques années, négligeaient cette partie de la culture. Ces 3 dernières années, les entreprises commencent à s'en rendre compte que la culture, c'est quand même un sujet très important sur lequel il faut investir, premièrement. Et il faut aussi pouvoir développer tout cet esprit autour de la data culture, de la digital culture, ça dépend de l'entreprise, bien évidemment, mais customer-centric culture as well. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir se dire que ces gens-là ont eu certaines compétences, et une bonne capacité de connaissance, mais il va falloir qu'ils évoluent vers un nouveau set de connaissances et de compétences, surtout techniques et technologiques. Et pour cela, en fait, ce que font les grandes entreprises, ils créent des communautés, plusieurs communautés autour de la data, autour du digital, autour du software, autour de la technologie et ainsi de suite, pour pouvoir faire en sorte que les personnes, les talents dans ces entreprises puissent travailler ensemble, puissent partager leurs connaissances et leurs compétences, puissent partager aussi leurs réalisations et éviter d'avoir, et je pense que là je vais avoir pas mal de sourires dans la salle, c'est avoir pas mal d'initiatives un peu partout, mais finalement la même initiative elle est un peu partout, mais personne ne parle à personne. Donc ce qui fait que derrière, moi directement je vois ça comme étant malheureusement un énorme coût. Et en fait, ça, c'est quelque chose, et malheureusement aussi une incapacité à vouloir vraiment travailler ensemble, donc d'où la valeur d'avoir ces communautés et ces structures d'échange qui vont permettre d'émuler en fait cette capacité de développer des synergies et de réutiliser la même chose, de l'optimiser ensemble et de réduire les coûts. Donc ça, c'est vraiment les 3 piliers qui m'amènent à la partie IT infrastructure. Alors, j'ai dit IT infrastructure, mais je vais les séparer, je vais dire l'infrastructure et les systèmes d'information. Et en fait, c'est là où on va aller un petit peu en détail pour voir, en fait, quand on parle en fait, de ce pilier-là, il y a pas mal d'obstacles. Dans un des obstacles qu'on a parlé, qu'on a adressé il y a quelques minutes avec le collègue qui était à côté de moi, c'est en fait la stack technologique. Les entreprises restent quand même à une stack technologique qui est existante et il y a énormément de résistance, etc. Sauf que cette stack technologique, elle supporte toute l'évolution du business en fait et l'activité du business. Donc il y a un réel besoin de pouvoir travailler sur une nouvelle feuille de route qui fait en sorte qu'elle ne soit pas brutale. J'aime bien dire ça, qu'elle ne soit pas brutale dans le sens où il est important de se poser la question d'avoir une bimodale approche qui fait en sorte qu'on définit un stream en fait, qui permet de développer des nouvelles technologies et de les mettre à la bonne maturité, au bon service, au bon usage, mais tout en maintenant un début de quelque chose qui est existant, qui est le legacy, et petit à petit commencer à décommissionner au fur et à mesure qu'on arrive à stabiliser la stack technologique nouvelle, qu'on puisse la rendre à la bonne scalabilité, etc., qu'elle soit utilisée, bien évidemment. Parce que je pense que vous le saviez très bien, ce n'est pas une question d'avoir la stack technologique, c'est pouvoir l'utiliser au bon usage, en fait, et pouvoir voir l'impact au niveau des utilisateurs qui sont les business, en fait. Donc ça, c'est une des solutions possibles quand il s'agit de mettre en place une stratégie digitale qui impacte correctement la partie IT. Et la deuxième partie, c'est bien évidemment, quand on met une nouvelle stack technologique, il est très important de pouvoir la monitorer, de pouvoir en fait de voir son évolution, les résultats de cette stack technologique et de pouvoir aussi montrer tous ces résultats-là pour pouvoir permettre d'avoir de plus en plus d'engagement des business et de leadership et des patrons de l'entreprise. C'est très important. Parce qu'en fait, ils ne vont pas vous croire sur parole. Et il est très important de leur montrer des résultats, de pouvoir montrer aussi
les défaillances, si elles existent, et bien évidemment elles existent, et quel est le plan d'action pour pouvoir les mettre en place, les remédier à tout cela, et ainsi de suite, et pouvoir décommissionner le legacy de façon à ce que le business ne soit pas impacté et que le business puisse profiter bien évidemment de la nouvelle stack technologique et de toutes ses capacités technologiques. Et donc, ça m'amène directement à l'intelligence artificielle. Et vous voyez mon sourire, dès que je parle d'intelligence artificielle, c'est plus fort que moi. Donc, aujourd'hui, d'après les prédictions, 40% de toutes les Digital Transformation Initiatives vont être supportées, et ils sont supportés déjà par l'intelligence artificielle. Alors, tout début, j'ai parlé un petit peu de ce qu'on appelle la vision et la stratégie. Et là, je vais la mettre dans le contexte de l'IA. D'accord ? On ne parle pas d'une stratégie d'entreprise, on parle de la stratégie d'entreprise par rapport à l'intelligence artificielle. Et en fait, il est impératif de savoir où on veut aller et pour quelles raisons. Donc, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose à ce niveau-là, parce que toutes les stratégies ont cet objectif. Par contre, par rapport à l'intelligence artificielle, il est très important de s'attarder et vraiment consacrer du temps et de l'énergie pour ces 3 axes que j'ai définis. Le premier axe, c'est de pouvoir avoir un leadership support. En gros, il est important de savoir quelles sont les priorités business et de pouvoir avoir ces patrons qui puissent dire, effectivement, on a ces priorités et on est prêt à utiliser une nouvelle technologie, peu importe laquelle, mais une nouvelle technologie, dont l'IA, pour pouvoir amener un nouveau changement, une nouvelle croissance, une meilleure productivité, efficacité. Donc le support leadership, il est très très important. Et il a été négligé pendant longtemps à travers ces initiatives qui sont un peu partout et dans lesquelles il n'y a pas vraiment une vraie vision, une vraie stratégie, une vraie trajectoire. Le deuxième axe, en fait, que je souligne ici, c'est la notion de purpose. En gros, c'est de pouvoir se dire quels sont les objectifs, finalement, que je veux atteindre et comment je vais pouvoir les mesurer. Comment je vais pouvoir les mesurer de façon à ce que derrière, et pour quelles raisons j'utilise l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi je dis ça ? Ça va être un peu provocateur parce qu'il y a pas mal de sujets sur lesquels ou de problématiques, on n'a pas forcément besoin de l'intelligence artificielle pour les résoudre. Et ça, c'est très important de se poser souvent la question, est-ce que l'IA, et après je vais vous donner un overview très détaillé sur l'IA pour vous donner un peu plus d'idées de quoi il s'agit, mais est-ce que cette technologie, elle va apporter vraiment une plus-value par rapport à une autre technologie, par rapport à une autre façon de développer, etc., ou par rapport à une stack existante qui fait son travail. Donc, il est très important de voir l'importance et l'utilité d'utiliser l'IA ou non. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'IA, c'est quand même un coût. Donc, il est très important de pouvoir bien l'argumenter et bien voir sa valeur ajoutée pour que déjà, il y a de la confiance par rapport au patron de l'entreprise. Ils vous font confiance que derrière, effectivement, par rapport à une solution X, Y, c'est la Z avec de l'intelligence artificielle qui va apporter ce delta additionnel qui mérite de mettre plus d'investissement, bien évidemment. Et c'est un risque. Quand on dit investissement, on dit risque. Et dans une entreprise, c'est comme ça que ça fonctionne. Et le troisième pilier, c'est créer cette ambition derrière. En fait, je dis souvent, ceux qui travaillent dans l'intelligence artificielle, si c'est des simples technologues, en fait, ça ne fonctionne pas dans les grandes entreprises. Pour une simple raison, c'est qu'en fait, on a besoin d'avoir des buy-in, c'est-à-dire des gens qui vont croire en votre ambition de pouvoir utiliser cette technologie, de l'apporter le bon résultat associé à cette technologie. Et ce n'est pas une question juste, j'ai la technologie, j'ai l'algorithme, ça fonctionne, c'est tout. Il n'y a aucun patron qui va vous croire avec ces phrases. Aucun patron. Ce qui est important, c'est de montrer pour quelles raisons, modulo quelle technologie historique, quelle est la valeur ajoutée et quelles sont les étapes qui sont safe, bien évidemment. Il faut toujours penser safe quand on est dans une entreprise, c'est-à-dire quelque chose qui ne touche pas à l'activité d'aujourd'hui, qui ne la déstabilise pas, qui est capable de faire en sorte que la trajectoire soit de façon itérative, que les business adoptent cela, et ça c'est un très bon point, et je pense que sur des systèmes classiques, adopter un système n'est pas facile, alors que dire d'une nouvelle technologie exponentielle comme l'intelligence artificielle et tout ce qu'on entend, tout ce que les gens entendent dehors, en fait, c'est plutôt ça. Donc ça, c'est le troisième axe qu'il faut aussi pouvoir prendre en considération quand il s'agit de créer une vision et une stratégie pour une entreprise par rapport à l'intelligence artificielle.
Donc, si on rentre un petit peu, on descend un petit peu down to earth et on regarde de quoi il s'agit concrètement pour que ça soit parlant pour vous tous. Déjà, c'est très important de faire un assessment de cas d'usage, avoir un ensemble de, on va dire, de cas d'usage qui ont une forte valeur ajoutée. Ça permettra d'être sur une bonne feuille de route qui permettra de construire cette roadmap, quelque part cette trajectoire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le support leadership, pourquoi? Parce qu'il faut de l'investissement, il faut beaucoup d'argent. Et donc, il est important aussi de pouvoir leur montrer que quelque part, on a besoin de ressources pour pouvoir mettre en place cette nouvelle feuille de route avec ces nouveaux cas d'usage et cette technologie qui va apporter une valeur ajoutée. Donc ça, c'est vraiment les 3 axes sur lesquels il est très important de travailler pour pouvoir traiter et construire cette trajectoire, cette route pour pouvoir avoir cette croissance. En fait, à la fin de la journée, pourquoi on utilise l'intelligence artificielle? Certes, c'est pour de la productivité et de l'efficacité, mais c'est pour avoir plus de croissance, plus d'argent pour l'entreprise. Donc ça, c'est très important de le voir. Et tout est drivé sur le business. Alors, étant donné qu'on n'a pas eu trop le temps de parler de tous les leviers de la stratégie et d'une stratégie d'intelligence artificielle, n'hésitez pas, en fait, j'ai des épisodes en fait, dans lesquels en fait, on s'arrête complètement avec des experts internationaux pour développer tout ce que ça veut dire une stratégie d'intelligence artificielle, quels sont les piliers, quelles sont les lacunes, comment on peut améliorer cela, comment on peut développer une nouvelle stratégie qui a du sens par rapport à l'organisation. Et maintenant, je vais aller beaucoup plus sur la partie IT. Et à ce niveau-là, on va faire un petit topo sur l'intelligence artificielle avec ce titre qui permet de montrer en fait l'importance, et surtout, ce n'est pas l'importance tant que, mais l'impact de l'intelligence artificielle qui peut être de la partie thinking jusqu'à la partie action finalement, d'accord? Et là, en fait, vous allez voir que l'IA, les techniques derrière l'IA sont extrêmement riches, ils sont extrêmement variés. On peut être sur des techniques classiques un petit peu, moi j'appelle ça classique parce que le machine learning, il existe depuis très très longtemps. Donc en fait, après, il y a eu des techniques dans le machine learning qui sont nouvelles, bien évidemment, mais le machine learning n'a pas été créé il y a 10 ans. Hein. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Je pense que plein d'entre vous ont connu tout ce qui est le data mining. Il y a bien longtemps, ont connu les systèmes experts, il y a bien longtemps, bien évidemment, ils les ont utilisés pour leur business, pour leurs entreprises. Bien évidemment, les choses évoluent rapidement ce dernier décade, donc ce qui fait que le set en fait, de techniques est en train de se développer de façon beaucoup plus efficace et de beaucoup plus rapide. Pour la simple raison, c'est qu'aujourd'hui, on a le cloud, on a cette rapidité et cette capacité de calcul qui est extrêmement impressionnante, qui fait en sorte qu'on arrive à avoir de plus en plus de résultats pertinent par rapport à ces techniques. Donc, vous voyez le machine learning. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, tout ce qui est apprentissage supervisé, insupervisé est très, très consommé dans les entreprises internationales déjà par rapport à des cas d'usage. Ça apporte des résultats, c'est explicable, etc. Par contre, là où on voit moins, c'est beaucoup plus sur tout ce qui est reinforcement learning. C'est encore des techniques qui sont très avancées sur lesquelles les entreprises ne les mettent pas forcément en exercice facilement. Tout ce qui est natural language processing, ça c'est quelque chose que vous voyez forcément partout dans les entreprises quand il s'agit de chatbot. Je pense que tout le monde a développé un chatbot dans son entreprise. Donc après le chatbot, il y a beaucoup plus, on parle de chatbot, c'est easy, mais derrière il y a beaucoup plus de techniques, que ce soit du NLP classique, que ce soit du NLG ou du NLU. Et en fait, selon le levier de technicité qu'on met derrière, on est en capacité d'avoir des résultats de plus en plus performants. Et tout à l'heure, je vais vous donner des exemples où exactement ça apporte beaucoup de résultats pour les DSI, bien évidemment, et les Chief Information Officers. Alors, tout ce qui est robotic process automation, je pense que c'est quelque chose de très classique. Moi, je le nomme classique, mais en tout cas, ça a donné des bons résultats. C'est quelque chose qui existe depuis un certain temps. Là où c'était nouveau ces dernières années, c'était plutôt l'émergence de l'AI dans cet univers-là pour pouvoir automatiser les process. Mais finalement, le domaine en lui-même n'est pas si nouveau que ça. Il y a tout ce qui est computer vision, et c'est là où on voit plus les jeunes talents qui adorent travailler sur ces technologies-là. Tout ce qui est analyse de l'image, analyse de la vidéo, etc. C'est des technologies qui sont extrêmement consommatrices, mais qui apportent aussi des résultats extrêmement pertinents. C'est quelque chose aujourd'hui sur lequel c'est consommateur de ressources, mais c'est consommateur de données aussi. C'est-à-dire qu'il faut avoir un bon set de données pour pouvoir avoir des bons résultats. Et je terminerai sur tout ce qui est decision making, parce que c'est important. Pourquoi on fait tout cela? Pourquoi on met en place toutes ces technologies? C'est parce que derrière, l'IA permet aussi d'aider à une meilleure prise de décision. Et donc, c'est important en fait, de pouvoir utiliser cette technologie à ce niveau-là. Si on veut aller un peu plus dans le détail, et quelqu'un me dit, est-ce que je suis dans les temps? Tout va bien encore?
Ça va, merci. Donc, du coup, il y a 3 axes que j'ai pris quand il s'agit de l'intelligence artificielle dans le niveau de DSI, mais je suis certaine, enfin, il y a beaucoup plus que cela. Là, il y a 3 axes sur lesquels on va s'arrêter quelques minutes. La partie de tout ce qui est quality assurance, en fait, finalement, là, j'ai pris des exemples pour que ça soit parlant. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'agilité et le fait d'avoir des releases assez fréquentes, le testing, c'est un coût extrêmement important et lourd des fois. Et donc, l'intelligence artificielle permet de pouvoir définir des cas d'usage de façon plus rapide, plus pertinent. Ça couvre plus de spectres. Éventuellement, ça évite d'avoir en fait ces erreurs humaines de temps qu'on peut avoir malheureusement. Donc, ça ne veut pas dire que c'est systématique, mais ça peut apporter cette valeur ajoutée, bien évidemment, si c'est utilisé de la bonne façon. Donc, tout ce qui est testing, tout ce qui est analyse en fait de tout ce qui est erreur, anomalie, incident, tous ces sujets-là, en fait, vous suivez, vous êtes dans des contextes là où vous avez une maintenance de systèmes d'application assez colossale dans vos périmètres, et c'est très important d'être très réactif, d'apporter le bon résultat en termes de support et en termes de solutions. Et l'intelligence artificielle permet de pouvoir faire brasser de la donnée multi-structure et multi-usage et multi-domaine pour pouvoir apporter ces visions 360 à l'agent, au conseiller, aux collègues en fait, de support, en fait, finalement, qui va lui permettre de répondre très rapidement avec la bonne explication et la bonne solution, bien évidemment, adéquate. En fait, derrière, c'est de la catégorisation par rapport à un historique qu'on a sur des anomalies, des incidents, et on est en mesure de savoir, quand on a un nouveau problème, une nouvelle erreur, un nouvel incident, de pouvoir l'associer à la bonne catégorie, de savoir quelle est la solution associée à cela qu'on peut apporter rapidement à l'utilisateur. Une autre partie que j'ai préféré mettre ici, mais généralement le social media analysis, vous n'allez pas le voir dans ce contexte, mais ça va vous étonner parce qu'on peut l'utiliser aussi dans ce contexte, bien évidemment. Dans quel contexte? Pratiquement, quand on a des applications et des systèmes qu'on met en place et qu'on release, en fait, ou des produits ou des solutions, les utilisateurs, les end-users, en fait, qui sont dehors, vont l'utiliser. Par exemple, une application, etc. Et en fait, ils vont réagir sur les réseaux sociaux quand ça se passe mal. Ils vont dire ça se passe mal, la fonctionnalité ne fonctionne pas, etc. Je n'ai pas été informé, je n'ai pas eu le bon support, etc. etc. Tous ces retombées à l'extérieur, on est en mesure de les utiliser pour les analyser rapidement, pouvoir remonter rapidement cette information et pouvoir réagir rapidement en termes d'amélioration de la qualité de ces services-là et la qualité en fait de ces produits et de ces solutions. D'où le fait d'utiliser l'IA même dans ce contexte-là par rapport à la quality assurance. Ce qui vous permet de voir qu'on est en mesure de réduire, comme j'avais dit tout à l'heure, en fait, l'erreur humaine. On optimise la rapidité et le coût du testing. On amène cette vision 360 très importante aussi qui permet d'avoir une satisfaction end-user, et on génère un peu plus de qualité par rapport à tout ce qui est testing. Donc ça, c'est vraiment un ordre d'idée par rapport à une activité principale dans vos scopes, qui est la quality assurance. La deuxième, okay, je vais regarder quand même encore 10 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Ok, ça marche. Ok, d'accord. Alors, je vais aller un peu plus vite. Donc, le deuxième scope, qui est le service management, je ne vais pas trop m'arrêter là-dessus, mais en fait, il est très important aussi d'utiliser l'intelligence artificielle pour avoir par exemple, AI Self-Service Desk. Et c'est assez impressionnant combien c'est efficace quand on a un problème informatique, on a un problème quelque part, et au lieu d'aller attendre quelqu'un qui nous répond, en fait, on est en mesure d'avoir en fait un chatbot intelligent sur lequel il est en capacité de nous répondre, mais aussi de nous apporter la bonne démarche pour qu'on puisse être en mesure de répondre tout seul à notre problématique et carrément solutionner notre problème. Et c'est ça ce qu'on appelle de AI Self-Service Desk. Et j'avais travaillé là-dessus en fait avec un grand groupe en fait manufacturing, et c'est impressionnant quand on voit la satisfaction des utilisateurs une fois qu'on a déployé par itération bien évidemment ce type de projet, et ça permet d'être à l'aise, d'avoir une réponse très rapide et d'avoir une efficacité dans les résultats. Autre chose, c'est la partie augmentée encore, j'avais dit DSI augmenté, mais l'augmenté n'est pas que pour le DSI, il est aussi pour tous ses collaborateurs avec qui il travaille, et dans ce contexte aussi en fait
fait, avoir cette vision 360, avoir ces connaissances, en fait, à sa disposition, à la disposition de l'agent, du conseiller, du collègue, en fait, du collaborateur, permet, en fait, d'apporter une réponse très rapide, pertinente et qui tient en compte l'historique aussi des problématiques et pas uniquement ce qui se passe tout de suite. Rapidement, l'automation, j'ai parlé un petit peu de cela, l'IA a un rôle énorme là-dessus. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé sur tout ce qui est process mining en termes de technologie, mais ça apporte des bons résultats en fait dans le contexte de tout ce qui est redesign des processus métiers, de redesign en fait de tous les systèmes, de tous les processus autour des réseaux, du cloud et ainsi de suite. La liste elle est longue. Et dernière partie là-dessus, qui me tient beaucoup à cœur, c'est tout ce qui est programming, parce que c'est très important aussi d'utiliser l'intelligence artificielle pour réduire le temps de développement et pouvoir avoir une meilleure qualité de code aussi et, comme j'avais dit tout à l'heure, aussi pour gérer meilleure gestion des versions et aussi des interactions entre les applications. Donc tout ça, c'est possible grâce à l'intelligence artificielle. Je vais passer, mais en fait, l'objectif, c'était de vous montrer quelques axes là où l'intelligence artificielle dans vos scopes a son plein d'impact, son usage absolu, et elle a apporté des meilleurs résultats partout où je l'ai vu être développée. Si on veut prendre un cran au-dessus, en fait, on peut parler de AI Ops, et finalement, c'est ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant sur les 3 axes, mais maintenant, passer à l'échelle sur l'ensemble de l'activité, utiliser l'intelligence artificielle. Donc, il y a des plateformes qui le permettent, et il y a aussi, bien évidemment, des développements silotés qui est possible, comme je l'ai présenté aussi bien un petit peu avant. Je vais passer très rapidement, mais en tout cas, juste pour dire, comme ça je laisse un peu le temps aux questions. Le Generative AI, je vais répondre à la question. Aujourd'hui, le Generative AI, quand on revient à novembre 2022, on s'est réveillés tous avec cet outil ChatGPT, en fait, qui est accessible à tout le monde. Tout le monde pensait que c'était un jouet, en fait, qu'on peut utiliser partout. Pendant longtemps, les gens pensaient que c'était encore un mythe. Aujourd'hui, c'est une réalité. Les grands groupes, en fait, ont déjà tous réagi par rapport à cela. Forcément, Microsoft, la question ne se pose même pas. Nvidia, bien évidemment. Google, pendant longtemps, en fait, je me suis réveillée en fait, autour de novembre, je me rappelle encore, à avoir 4 interviews en moins de 3 semaines par des journalistes qui me posaient la question, est-ce que Google, il va finir? C'est fini pour Google de toute façon. Il n'y a plus de raison, ils vont jamais pouvoir réagir face à cela. Et en fait, c'est pas vrai parce que quelques mois après, ils ont riposté correctement, d'ailleurs, comme d'habitude. Et aujourd'hui, ils l'ont un peu embedded dans leur stack carrément. Donc, vous le voyez partout. Et en fait, si vous voulez savoir un peu plus, en fait, j'ai un épisode de podcast avec un grand ingénieur tunisien, directeur chez Google, là où on parle du Generative AI particulièrement et de toute cette révolution qu'a lancée Google au début de cette année, d'ailleurs. Rapidement, et pourquoi je dis que ce n'est plus un mythe, c'est une réalité. Quand vous regardez les investissements, en fait, c'est passé de 1,5 milliard en 2022 sur les startups, et les startups sont généralement un très bon indicateur pour voir l'évolution du marché généralement, hein, à 5,9, pratiquement 6 en 2022. C'est au moment où on est arrivé sur ChatGPT. En fait, la croissance elle a été impressionnante, et vous allez regarder en fait dans le schéma. En fait, le Generative AI touche à tous les niveaux, en fait, que ce soit du texte, de la vidéo, de l'image, etc. Et on a des startups assez impressionnantes dans tous les axes, en fait, et je suis certaine qu'ici en Tunisie, on en a aussi. Et en termes de valeur maintenant, parce que les investissements sont quelque chose pour les startups, mais est-ce que ça génère de la valeur? On m'a posé cette question pendant des mois. Et en fait, effectivement, ça génère de la valeur, malgré que les gens pensent que c'est tout nouveau. Ce n'est pas nouveau. Le Generative AI, il existe depuis quelques années. Il a pris de l'ampleur face à la communication de OpenAI et la mise à disposition de ChatGPT, mais le Generative AI existe, donc il y a des entreprises qui ont investi là-dessus et il y a des entreprises qui ont eu des retombées de valeur ajoutée. Bien évidemment, par marché, chaque marché est différent. J'ai mis un petit scope sur les marchés pour vous montrer que les marchés asiatiques sont des marchés très, très rapides comparés à des marchés européens, pour donner un ordre d'idée. C'est les médias qui en profitent le plus aujourd'hui, en tout cas qui ont investi le plus sur ces technologies-là. Et je pense que là-dessus, en fait, on peut comprendre pour quelles raisons.
Alors, je vais rapidement, je vous ai mis un slide aussi, vous aurez forcément la présentation sur le Generative AI pour les Chief Information Officers. On a parlé de l'IA tout à l'heure, là, on vraiment le Generative AI dans vos scopes à vous, et vous allez voir que c'est tout ce qui est documentation, génération de rapports, génération de visualisation personnalisée, génération de code, comme j'avais dit tout à l'heure, génération de prédiction et prévention par rapport à des serveurs anomalies. Je sais que ça, c'est un problème, une épine généralement dans les contextes SI. Et j'ai travaillé là-dessus, en fait, dans un contexte cloud aussi, bien évidemment, par la suite. Et je sais très bien que ces technologies apportent des bons résultats à partir du moment qu'on a de la donnée, en fait, en tout cas, et on a la force de computing, forcément. Donc ça, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et il y a quelque chose que généralement les gens ne savent pas, c'est quand on n'a pas de données, qu'est-ce qu'on fait? En fait, quand on n'a pas vraiment un set de données suffisant, on est en mesure, ou une autre alternative, les gens ne connaissent pas beaucoup, c'est pas qu'on n'a pas la donnée. Des fois, on a la donnée, mais en termes de privacy, on n'a pas le droit de l'utiliser tel que c'est. C'est pourquoi on est en mesure de générer de la donnée synthétique pour pouvoir adresser des problématiques de sécurité, par exemple, de privacy qu'il faut respecter. Donc, on génère de la donnée synthétique à travers le Generative AI qui nous permet d'avoir ces sets de données qui respectent les règles de GDPR, d'accord? Ainsi de suite. Donc, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée de l'étendue de la chose. Je vais peut-être m'arrêter, vu qu'on est en Tunisie et la conférence elle est pour l'Afrique, donc en fait on avait organisé la première conférence online sur le Generative AI en juin, en invitant des Tunisiens, et c'est une fierté, de Microsoft, de Adobe, de Philips et de Amazon pour parler du Generative AI. C'était la première conférence online accessible à tout le monde en fait en Tunisie. Elle était ouverte pour l'Afrique, sur lesquelles on a parlé de l'IA et surtout du Generative AI. Je vais peut-être m'arrêter là-dessus. Je vais dire juste une phrase sur AI Exponential Thinker rapidement, qui est une non-profit organization dans laquelle en fait on travaille pour pouvoir amener beaucoup plus de awareness autour de l'intelligence artificielle, des opportunités de l'IA et de la responsabilité de l'AI ethics. Tout ce qui ça veut dire, en gros, il faut être conscient que l'IA c'est important, c'est extrêmement pertinent, mais aussi ça peut amener des risques. Il faut que tous ensemble on soit conscients de ces risques-là pour pouvoir protéger nos sociétés. Et donc cette organisation non-profit, en fait, elle permet de pouvoir créer cette awareness, avoir du contenu avec les experts mondiaux pour pouvoir en fait apporter ce contenu et cette connaissance auprès des plus jeunes en fait dans le monde. Aujourd'hui, on en existe dans plus que 30 pays et on génère du contenu assez souvent avec que des experts internationaux de Singularity University, de Nvidia, de Google, de Meta, de TikTok, etc., des plus grandes entreprises pour rendre cette connaissance accessible à tout le monde et ne pas la laisser que pour des experts qui sont dans ces entreprises. Et ça, c'est très important de rendre accessible et de donner de l'espoir à d'autres qui vont pouvoir en fait apprendre cette connaissance, cette capacité technologique et l'utiliser pour leur croissance, leur communauté, leur société, leurs entreprises, bien évidemment, et ainsi de suite. Et notre petit prochain bébé, c'est Humanize AI. C'est un podcast qu'on est en train de préparer, qu'on a eu la chance d'avoir le kick-off avec une astronaute américaine, Anousheh Ansari, qui est la PDG de la plus grande fondation d'innovation dans la planète. C'est elle qui kick-off en fait cette nouvelle série que je lance prochainement, au début 2024, avec des invités de TikTok, de Meta, de Google et ainsi de suite. Et on cherche des sponsors pour cette nouvelle série qui sort et qui est en préparation aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie. Merci encore. Et si vous avez des questions, je suis à l'écoute. J'espère que j'étais dans les temps. Merci beaucoup. Bravo. Bravo, Dr Lobna. Alors, il y a déjà des mains qui se lèvent pour les questions. Voilà. Vous avez une hôtesse derrière vous, madame. Vous pouvez juste vous présenter et puis après, vous posez votre question. Bravo. Alors, Raouia Ayeshi, universitaire à l'Université de Tunis. On parle bien dans le micro. Raouia Ayeshi, universitaire à l'Université de Tunis. Je vous félicite pour la qualité de ces slides et cette présentation. Merci beaucoup. Alors, en fait, dans le cadre du domaine du social media analysis, j'aimerais savoir, est-ce que les entreprises tunisiennes sont au courant de l'importance du contenu qui existe dans les pages officielles, Facebook ou LinkedIn, que ce soit, je parle des grandes entreprises ou même pardon, j'ai noté ça, la présidence du gouvernement, les pages des ministères, etc. Est-ce qu'ils sont au courant de ça? Et est-ce qu'il y a des policies pour extraire ces datas et concevoir des systèmes d'aide à la décision? Merci.
Ok, très bonne question. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre au nom des organisations tunisiennes, du ministère, etc. Par contre, là où je peux répondre, c'est qu'aujourd'hui, cette matière-là, c'est une mine d'or en termes d'information. On l'utilise dans plein d'endroits, dans plein d'entreprises. En tout cas, je l'utilise, moi, dans plein d'entreprises, par exemple, dans le domaine du luxe. C'est très utilisé cette donnée-là parce qu'elle permet d'être très réactive, très proche du consommateur, très proche de l'utilisateur, très proche des prospects aussi, et pas que des utilisateurs, pour pouvoir traquer comment ça fonctionne, quelles sont leurs appétences, comment on peut réagir avec eux, qu'est-ce qu'on peut leur personnaliser, et ainsi de suite. Les institutions beaucoup plus, je dirais, ministériels et autres, dans certains pays, ils les utilisent, ça je le sais. Par contre, en Tunisie, je ne suis pas certaine, je ne sais pas tout court en fait s'ils l'utilisent ou non. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une bonne question parce que c'est un bon contenu. Alors, bon contenu, ça se discute, mais en tout cas, c'est un contenu, d'accord? C'est un contenu qui mérite une analyse pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il existe dedans en termes de valeur, mais aussi en termes de signaux, peut-être aussi, d'alerte, de risque. Et ainsi de suite. Et donc, forcément, c'est une source de connaissances pour pouvoir développer ces systèmes d'aide à la décision. Donc, la réponse est certainement oui, on le fait. Par contre, je ne peux pas répondre sur des entreprises ou des organisations en Tunisie particulièrement aujourd'hui. Merci. Nous avons une autre main qui se lève. Bonjour, Haitham Hamida, DSI WFR Bank. Ce que vous venez de présenter est très intéressant et ça fait vraiment rêver. Une question simple. Quels sont, d'après vous, les prérequis pour pouvoir adopter de telles technologies? Les prérequis. Ok. Comme vous savez, ça c'est une grande aventure. C'est vraiment un grand changement. Oui. Mais pour commencer réellement sur terrain, d'après vous, qu'est-ce que vous recommandez comme prérequis? Okay. Et merci. J'avais préconisé ce type de questions, c'est pourquoi j'avais mis un slide là-dessus, en fait, dans lequel je précise une feuille de route qui est plus concrète, down to earth, plutôt que d'aller hyper et sortir la feuille de route sur 5 années, hein, qu'on ne serait même pas en capacité d'implémenter pas 20%, d'accord? Donc, en fait, c'est très important de faire un assessment, en fait, sur les cas d'usage par rapport aux priorités business. Et donc de prendre quelques cas d'usage, pas tous bien sûr, qui apportent le plus de valeur ajoutée. Et quand je parle de valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'il faut un calcul de ROI, même si c'est extrêmement difficile de calculer un ROI avant même d'avoir sur des technologies comme l'IA. Mais c'est possible, on le fait. Donc il faut calculer un ROI, même en estimation, d'accord? Et il faut avoir aussi le buy-in du support du leadership, c'est-à-dire le business en question, qui croit au fait que derrière, ça va lui apporter une valeur ajoutée par rapport à vos arguments, bien évidemment, par rapport à toute l'étude que vous allez faire et le calcul des ROI avec, bien sûr, le business, etc. Donc, plutôt partir sur une feuille de route beaucoup plus sur quelques cas d'usage, mais sur lesquels la valeur ajoutée, elle est rapide à montrer, j'insiste, et à mesurer. Et pas avoir des cas d'usage qui partent dans tous les sens dans l'entreprise. C'est malheureusement le cas de plein d'organisations. Et à la fin, on n'a pas cette route qui est claire et ce buy-in qui est appuyé dans le temps. Et quand je dis appuyé dans le temps, c'est-à-dire que quelque part, si aujourd'hui il a dit oui, l'année prochaine, il continuera de dire oui. Et il ne dira pas non. Par contre, si on est sur ces petits cas d'usage silotés un peu partout, rapidement, en fait, ça se tasse et ça se calme et ça ne continue pas. Donc, c'est très important de partir sur un certain nombre de cas d'usage à forte valeur ajoutée, rapidement démontrables en termes de résultats. Quand je dirais rapidement, ça ne veut pas dire d'un coup, hein, c'est en itération, soyons réalistes, d'accord? Mais en tout cas, dès les premières itérations, on est capable de voir un changement entre ce que je fais aujourd'hui, ce que j'ai en tant que business, et avec ce module-là, qu'est-ce que ça m'a changé? En fait, je suis plus réactive, je vois des signaux que je n'ai jamais vus, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous donne des exemples concrets. Donc ça, c'est très important. Et avoir un investissement un petit peu associé aussi. Parce que sans investissement, malheureusement, on continuera par faire des petits bouts qui ne seront même pas capables d'être poussés en scalabilité dans la production. Et c'est là où en fait, on perd en fait, la confiance du business. Et il ne faut surtout pas perdre la confiance du business. C'est pourquoi il faut commencer du concret sur un set plus dans lequel on est capable de convertir et montrer les résultats. Voilà, donc en fait, on reprend, on en avait déjà parlé hier, hein, l'importance en fait du leadership, surtout que quelque part les responsables doivent vraiment être impliqués, engagés, comprendre. Il y a vraiment un travail au corps à leur faire parce que si la tête accepte, la queue va suivre.
Donc, et c'est pareil, on avait parlé du chemin, on a commencé par, il y avait un slide sur la transformation digitale, et puis il y a aussi l'autre chose aussi, c'était peut-être la culture aussi, qui est un environnement, un mindset déjà, qui soit déjà, entre guillemets, un environnement qui soit déjà préparé pour pouvoir accueillir aussi tout ça. On a une question. Merci. Donc, Hind Bouziri, universitaire de l'Université de Tunis. Donc, je reviens sur la question par rapport, j'ai compris la question par rapport aux ressources humaines nécessaires pour conduire, pour faire cette transformation vers l'intelligence artificielle. Donc, en termes de skills, en termes de formation, en termes de parcours qu'on doit, quels sont les modules, les nouveaux métiers, les nouvelles compétences qu'on doit avoir pour que le marché tunisien, mais aussi africain, qui est nouveau dans ce domaine-là, puisse conduire convenablement cette démarche de transformation. Alors, certainement, je n'ai pas abordé la partie compétences. Et c'est vrai que, mais par contre, tout à l'heure, j'avais parlé de la culture et de l'importance en fait de la connaissance et de la nouvelle compétence, de nouveaux sets de compétences qu'il faut mettre en place, bien évidemment. Il y a plusieurs organisations qui sont en train de mettre tout ce qu'on appelle des data academies, des technology academies, un peu plus avancées, des software academies. Ça dépend en fait, d'accord? Et l'objectif, et bien sûr des AI Academy. Mais en fait, je parle de data parce que j'en ai pas parlé et en fait, tout part de la donnée. Donc derrière, il est très important d'avoir en fait ce set de compétences autour de la donnée, autour du cloud, bien évidemment, et les compléter par des compétences autour de la technologie de l'intelligence artificielle, donc le machine learning, le computer vision, etc. D'accord? Pas être très ambitieux, commencer par ça, c'est déjà un très bon début, c'est beaucoup d'investissement pour une organisation. On apprend pas tant par la formation, on apprend par la réalisation, et ça c'est très important de le dire pour le compléter, c'est-à-dire une formation c'est important, et il faut investir pour avoir ces formations, pour avoir ces compétences, mais on ne voit le résultat que quand on l'applique pour pouvoir le rendre mature, d'accord? Donc c'est bien aussi d'être réaliste pour donner un peu de temps à ces personnes aussi pour qu'ils puissent montrer le résultat de cette compétence qu'ils ont acquis à travers une formation. Donc ça c'est très important. Et il faut aussi quelque chose que je vois de plus en plus d'entreprises mettre en place, c'est éduquer et cultiver la partie business. C'est-à-dire là, c'était plutôt DSI, là où je parlais, d'accord? Ou en tout cas technologiquement parlant, mais il y a aussi les business, c'est très important qu'il y ait des formations. Moi, j'ai donné des formations sur l'IA pour les business, d'accord, pour des business plutôt que ce soit dans le finance, dans la manufacturing, etc. Et c'est très important en fait de leur apporter la connaissance dont ils ont besoin et pas une connaissance de développeur. Hein, je vais être très claire, hein, parce que montrer que toutes les techniques en fait de machine learning à quelqu'un qui est un senior vice-président en fait sur une activité business, vous allez le perdre au bout de quelques minutes, je suis désolée. Hein, d'accord? Et c'est très important de lui amener un levier, un petit velours en fait, de connaissances sur ça, pour qu'ils comprennent qu'il y a un levier de explainabilité, qu'il y a des choses que derrière, sur quelle base c'est des patterns, il y a des classifications, etc. C'est important, mais pas aller dans le technique et lui amener un levier qui comprend, ah, mais il y a telle technologie, mais moi, dans mon contexte, on me sert comme ça, mais si je proposais à mon DSI ou à mon Chief Data Officer d'aller dans ce sens, peut-être ça m'apporterait des meilleurs résultats, d'accord? Donc, c'est plutôt un levier business. Donc, ça, c'est très important. Les entreprises n'investissent pas beaucoup là-dessus et par contre, c'est eux qui décident, c'est eux qui investissent. Donc, c'est très important qu'ils aient ce type de connaissances. D'accord? Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur, pour ce magnifique exposé. On sent que vous êtes vraiment passionné. C'est vraiment votre domaine. Merci beaucoup d'avoir partagé avec vous nos connaissances. On peut l'applaudir.